relevé un élément important, les questionnements par rapport à ce que nous voulons. Vous prenez l'initiative, vous élaborez le thème de référence. Dans le thème de référence, vous avez un contexte. Quelles sont les motivations qui poussent aujourd'hui qu'on ait le dialogue? Quels sont les objectifs que nous assignons à ce dialogue? L'objectif est déjà clair, sauver le pays qui est en danger. Excusez. Quel est le résultat entendu? Qui seront les participants? Ça représentera quel coût? Quand vous déterminez ces différents compartiments du texte, et donc, au regard du fait que vous avez choisi les participants, vous prenez le thème, la mouture des thèmes de référence. Vous remettez par exemple à l'ensemble, à l'opposition, des gens très réfléchis comme les Mosito, l'IDPS, le PPRD, etc. La société civile, tout le monde a au moins la caracasse de ce que représentent les thèmes de référence pondus par l'initiateur. Et on analyse, on corrige, et on s'appelle pour une mise en commun de manière que nous ayons le thème de référence définitif. C'est de la vitalité ou c'est du désordre? Non, ce n'est pas du désordre. La vitalité doit être gérée. C'est ça, être leader. Et le leader, c'est la capacité d'arbitrage. Réparer une injustice, c'est bien, mais ne pas en causer, c'est mieux. Car de la barbarie, de l'injustice ne peut surgir que le désir de vengeance. Nous avons l'honneur, le plaisir, mesdames et messieurs, chers internautes, d'être encore là pour vous servir et vous présenter ces nouveaux numéros de votre émission tant aimé, le Politicon. Politicon qui est devenu ce programme dont personne ne peut plus se passer. Et donc, c'est pourquoi nous avons pris la résolution de vous servir et de vous faire venir les indispensables. Ici, nous privilégions la qualité car nous considérons que ce plateau est un plateau élitiste où on donne la parole à tout le camp, à toutes les obédiences pour faire valoir leurs arguments. Beaucoup de matières, beaucoup de sujets à décortiquer, à analyser avec vous. Sans nul doute, vous allez aimer la profondeur ou encore le casting de ce jour. Le chef de l'État prend parole ou prendra parole ce soir à la tribune des Nations Unies. Que peut-on attendre de ce périple du chef de l'État? Est-ce que le Congo peut s'engager dans une nouvelle perspective sous le deuxième quinquennat de Félix Tshisekedi? Beaucoup de questions que nous allons nous poser et auxquelles vous aurez des réponses à travers notre invité. On va revenir sur les budgets présentés à l'Assemblée nationale par la chef du gouvernement, Madame Souminwa Toulouka, un budget évalué à 18 milliards de dollars. Est-ce réalisable? Est-ce fantaisiste? Beaucoup de questions que nous nous posons. Merci d'être venu. On a fait venir pour aujourd'hui un nouveau visage. Et, ici, il participe ou il répond pour la première fois à ces plateaux de Politicon. Norbert Yamba Yamba Choukou. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Je voudrais saluer tous les téléspectateurs de l'émission Politicon. Je pense que c'est une occasion, une opportunité qui nous est donnée de pouvoir discuter, politiquer, pour que finalement nous puissions avoir des recettes qui permettent à notre pays de décoller. Merci. On a tenté pendant plusieurs fois de mettre la main sur vous et aujourd'hui vous êtes les bienvenus. Comment vous vous sentez d'abord chez nous? Je me sens très bien parce que je sais que vous êtes de la génération qui a suscité l'espérance, qui a suscité l'intérêt. Et que vous êtes en train de faire votre travail. Certainement que dans une société complexifiante, chacun a sa tendance, mais moi je pense que vous arrivez naturellement à donner la parole à tout le monde. Et je pense que c'est comme ça la gestion des contradictions, c'est comme ça que la démocratie pousse à l'ambiance esthétique. Acceptable par tous. Donc, coup de chapeau, je me sens dans ma peau
Et j'estime que ça va bien se passer. Qu'est-ce que vous est passé par la tête quand vous avez reçu l'invitation de Politicon? Enfin, vous vous êtes dit, voilà, j'y vais, je vais affronter le plateau de Politicon, malgré leurs tendances. Ici, nous ne sommes pas au milieu du village. Nous défendons la vérité. Non, non, il faut vraiment que nous ayons des contradictions entre nous. Il n'y a jamais eu de progrès s'il n'y a pas de contradiction. C'est important. Ceux qui ont inventé la démocratie, comme Voltaire dira que la démocratie, c'est un droit au désaccord. Il faut aller là où on peut véritablement sous-peser ce que vous pensez pour que finalement, vous ayez la conviction que ce que je fais, c'est bon ou ce n'est pas bon. Et personnellement, j'ai toujours apprécié votre émission, qui, pour la plupart des cas, invite l'opposition. C'est parce qu'on ne sait pas mettre la main sur les hommes du régime. Ils ont leur raison aussi, peut-être, de ne pas venir ou venir sur notre plateau. Non, non, je ne vous accuse pas, mais je dis qu'aujourd'hui, plus que jamais, il va falloir que vous ayez les deux sons. Ça permet véritablement de construire cette esthétique et ambiance démocratique. Parce qu'un seul son, avec tout ce que nous avons élu comme domicile, certaines mentalités à la zaïroise, ça ne permet pas véritablement de faire valoir les idées des différents groupes en présence. Et m'appeler à ces plateaux, serait déjà quelque chose, j'allais dire une évolution positive pour permettre véritablement. Merci beaucoup, Norbert Yamba Yamba. Avec vous, on va déballer le sujet d'actualité, décortiquer avec beaucoup de détails, parce que si nous aimons les détails, et vous êtes coordonnateur de la nouvelle vision panafricaine, et curieusement, vous ne portez pas les mouniérés. C'est quoi la symbolique du chapeau que vous avez mis sur votre tête? Les mouniérés, j'ai toujours porté, j'en ai ça chez moi à la maison, mais ce n'est pas une obligation. C'est facultatif. Mais le chapeau que je porte, c'est un chapeau qui représente nos ancêtres. C'est un peu le modèle de chapeau que nos ancêtres, un peu modernisé, ça c'est évident, que nos ancêtres. Moi, je suis... Là, vous répondez à votre mission de panafricain. Je suis panafricain. Parce que quand on parle du panafricanisme, vous faites retour aux valeurs ancestrales. Aux valeurs ancestrales, des valeurs africaines et des valeurs qui ont permis la survivance, n'est-ce pas, de notre continent, de notre pays, etc. Lesquelles valeurs sont abandonnées, lesquelles valeurs sont piétinées, tout simplement parce que nous avons eu l'occasion d'importer les valeurs hérocentriques, les valeurs européennes, etc., que nous considérons comme un idéal civilisationnel. Le moment est arrivé parce que nous avons tenté d'appliquer toutes ces valeurs importées, ça ne nous a pas fait suffisamment avancer, que ce soit la démocratie, que ce soit la religion, que ce soit l'éducation, etc. Pourquoi pas ne pas revenir pour tenter l'expérience de nos ancêtres qui ont fait des progrès, des performances déjà 35 siècles avant l'ère chrétienne. Donc, le chapeau, c'est tout dire que je suis africain. Je suis africain. Et que c'est un symbole. Mais c'est aussi un élément de mon engagement et de ma détermination dans cette direction. Voilà, merci beaucoup. Et aujourd'hui, la RDC, à quoi nous identifions le mieux? Est-ce que c'est justement la conséquence de l'acculturation? Nous n'avons plus de repères et nous sommes du coup lorsqu'on parle de la civilisation, lors du rendez-vous du don et du recevoir, c'est la meilleure civilisation qui s'impose et la meilleure civilisation va s'installer et supplanter les autres civilisations. Le problème, c'est situé à quel niveau? C'est parce qu'Africains, Congolais, nous n'avons pas suffisamment travaillé pour conserver nos valeurs, conserver les acquis de nos aïeux. Vous savez, Gideon, nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Nous sommes ce que les autres auraient voulu que nous soyons. Et donc, nous avons dit quitter ce que nous représentons en termes de valeurs intrinsèques pour imiter les autres. Et aujourd'hui, fondamentalement, nous sommes des aliénés. Avec comme conséquence la perte de notre identité. On a perdu notre identité, on a perdu notre spiritualité, on a perdu notre culture. Vous savez, un arbre, pour grandir, a besoin de ses racines.
Un arbre fut-il un baobab, sans racines tombe. Nous sommes tombés parce que nous n'avons pas de racines, nous n'avons pas de particularisme, nous n'avons pas d'enracinement, etc. Et donc, Aujourd'hui, on veut faire comme le blanc, comme les Occidentaux. bien entendu, On veut faire ce qu'on nous présente, on nous montre à l'écran. Tout à fait, parce que l'Occident nous a tendu un piège à 3 niveaux. Il y a d'abord la religion, qui est une religion importée, la filière abrahamique, où on nous dit que Dieu est blanc, les anges sont blancs, et puis les archanges sont blancs, le Fils lui-même blanc, etc. Et donc, il faut être derrière eux. Mais nulle part dans la Bible on dit Dieu est blanc et les archanges le sont aussi. Mais tu vois, tout ce que vous même racontez. dans les journaux, dans les photos qu'on nous donne, en fait, c'est fait en dessin, en fait. C'est fait en dessin. Vous allez voir, même dans ces journaux, ceux qui ont amené la Bible ici vous disent que, bon, le diable est noir. Toutes les mauvaises expressions, c'est noir. Mariage noir, les marchés noirs, l'expression noire, etc. Le noir devient véritablement le diable, le Satan. Et le deuxième piège, c'est à quel niveau? Et le deuxième piège, c'est l'éducation. L'éducation, c'est un système qui produit des chômeurs de luxe. Vous avez des gens qui vont à l'école, qui viennent avec des grands diplômes, mais qui sont incapables de transformer leur société. L'école nous a tout transmis, tout enseigné. Tout enseigné. On ne nous a pas enseigné comment réfléchir, comment penser, comment développer ce que nous avons. Donc l'éducation, elle est fondamentalement une éducation de récitation, une éducation de répétition, une éducation de mémorisation. Tout à fait. Et au lieu d'avoir une éducation de questionnement. Et voilà, nous avons autant de personnes sur le marché, etc., au relais d'un prestige pour avoir été à l'école, mais qui n'ont aucune efficacité, moins encore une efficience sur le plan du développement de la nation, etc. La responsabilité incombe à vous, politiques, qui n'arrivez responsabilité- pas à avoir de politique publique pour regenter ces secteurs. Voilà, quand vous parlez politique publique, vous êtes dans une approche hérocentrique. C'est-à-dire mémoriser les formules occidentales pour servir véritablement de pouvoir changer la situation chez nous. Or, ces formules, on a tenté. Combien de fois n'a-t-on pas parlé n'est-ce pas, du gouvernement d'union nationale, De large union nationale. on a parlé des idéologies, libéralisme, socialisme. À quoi ça nous a communisme, servi? etc. Zéro. La démocratie elle-même, voilà, donc ça ne nous a rien servi. Au contraire, ce sont des guerres récurrentes, des conflits permanents et récurrents, etc. Et donc tous ces éléments qui constituent les valeurs occidentales ne sont pas compatibles avec notre patrimoine culturel. Et lorsque vous voyez même les gens qui ont étudié un peu plus chez nous, etc., ils sont incapables de produire des thèses de rivalité face aux systèmes qui ont été mis en place par les gens qui sont venus nous dominer, etc. Donc aucune thèse ne rivalise. Et au point où nous n'avons même pas de scientifiques dans notre société. Nous n'avons pas de scientifiques. Nous n'avons pas de scientifiques. Et même vous ne l'êtes pas. Non. Nous sommes essentiellement des commentateurs scientifiques. Et nous, avec le panafricanisme, nous sommes en train de rechercher des voies et moyens. Et pour être scientifique, qu'est-ce qu'on doit franchir? Vous voyez, la formation d'un individu, c'est le prolongement de sa société. Et la société elle-même, elle est régie par les héritages traditionnels. Et ce sont ces héritages traditionnels qui permettent de donner le génie aux enfants qui peuvent être utiles dans leur société, de pouvoir être en mesure d'avoir des recettes, des nouvelles recettes, des recettes innovantes, pour permettre de changer la société. Et alors maintenant, ces recettes-là sont récitées parce que ça vient de l'extérieur, sont mémorisées, etc. Et donc nous sommes tous appelés à grimper sur les idées des autres. Et parce que nous n'avons pas nos propres idées, voilà, nous sommes obligés d'être ligotés. C'est comme ça que je disais, l'école nous a tout enseigné, tout appris, mais on ne nous a pas appris à comment réfléchir. Non, c'est pourquoi je te disais que l'école n'est pas une école de questionnement, c'est une école de récitation. Et le troisième piège, c'est tellement beau qu'on a envie de s'éterniser sur ça. Il y a la religion, il y a l'éducation et le système politique. Le système politique. La démocratie. Aujourd'hui, on parle de... Donc, aucune démocratie ne peut développer un pays. Non, la démocratie... Aucun système politique. Non, le système politique
peut-être inventée par la société elle-même. Regardez, nous avons vécu la Confédération des royautés. Nos ancêtres avaient l'organisation politique. Ce n'est pas l'organisation politique à l'européenne. Ça, nous avons copié, et mal copié. Mais nous avons vécu plusieurs années, diront. Le pharaon, ça représentait quoi? Mais c'est un modèle de société. La Chine, regarde, ce n'est pas la démocratie occidentale. La Chine, c'est 192 000 personnes qui dirigent leur empire, mais qui visiblement travaillent pour le destin, n'est-ce pas, de 1,5 milliard de personnes. Vous voyez, lorsque vous prenez des pays comme la Corée, un peu plus qu'en Asie, compagnie, etc., ils sont en train d'inventer leur propre modèle, qui n'est pas le modèle occidental. Vous voyez, et nous ne faisons pas cet effort. Et pourtant, nous avons vécu 35 siècles de puissance mathématique, culturelle, médicinale, etc., avant l'Occident. À 1236, nous avons inventé ce qu'on a appelé la charte des Mandan, ce qu'on a appelé aussi le Kurukum Fuga, qui est une charte constitutionnelle de l'Afrique au Mali, qui aurait pu servir véritablement de socle pour nos chercheurs de pouvoir scientifiser et avoir notre propre droit. Le droit où vous voyez défiler les gens, etc., s'appeler des juristes, compagnie, mais ce sont des répétiteurs. Parce que c'est ici du droit gréco-romain ou romano-germanique. Donc nous devons faire aujourd'hui plus que jamais. Parce que les droits gréco-romains ne nous ont pas permis d'avancer. Les droits romano-germaniques ne nous ont pas permis d'avancer. Eh bien, écoute, inventons le nôtre. Hier, le berceau de l'humanité, est-ce que l'Afrique a perdu de cette posture? L'Afrique reste le berceau de l'humanité. Mais l'Afrique a perdu tout en termes de valeurs. Vous savez que nous avons vécu 300 000 ans. 300 000 ans avant qu'aucune autre race ne puisse exister. La race européenne, blanche, compagnie dont on parle, c'est il y a 40 000 ans. Il y a 40 000 ans. Vous savez qu'à 35 000 ans, à Shango, dans le Kivu, entre le Kivu et l'Ouganda, on a découvert les bâtons du Shango. Il faut aller au musée de Tervuren en Belgique. Mais c'est l'ancêtre de la nouvelle tablette mathématique aujourd'hui. Donc, nous étions suffisamment avancés. Nous avions des astrophysiciens, nous avions des mathématiciens. Le premier, n'est-ce pas, j'allais dire le père de la médecine moderne, c'est Imhotep. Un Africain? Un Africain, noir de charbon. Aujourd'hui, Hippocrate est reconnu comme le père de la médecine moderne. Or, c'est faux. Et à l'université, on ne voit même pas Imhotep. Et donc, nous sommes dans un processus, dans un courant où, demain, même s'il faut faire la médecine, on a besoin de pygmées, par exemple des Bikoro, je ne sais pas quoi, qui viennent enseigner à l'université. Les gens vous diront, mais écoute, mais ils ne parlent pas français. Ben, arrêtez des conneries, c'est pas ça. C'est que nous sommes en train de dire, mais il faut qu'on nous dise comment notre superbe végétation est composée, quelles sont les plantes médicinales qui ont des vertus. Vous voyez, nous avons besoin de transformer notre société. C'est-à-dire, vous appelez à une prise de conscience collective, tant au niveau de dirigeants que des dirigés. Oui, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience qui pousse à l'action. Regardez ce qui se passe, par exemple, dans l'est de notre pays. À Rutshuru, au-delà d'autres minéraux qui sont connus, nous avons le nobium. Et le nobium, c'est un minerai aujourd'hui apprivoisé, j'allais dire, de prédilection à travers le monde, parce qu'avec le nobium, on peut stabiliser le fusée. Et le coût d'acquisition ou d'investissement d'un fusée, c'est 10 à 14 milliards. Et alors maintenant, nous ne savons pas la technique ni la technologie pour transformer le nobium, et ils viennent. Ils alimentent des guerres et ils prennent à moindre prix, etc. Merci beaucoup. C'est de tout ça qu'il faut imaginer une société, pas dans des petites querelles politiciennes, pas une société avec des petites idées, etc. La DGA, la DGI va donner un peu d'argent, etc. On va parler du budget, et voilà. Donc, ça ne va pas vraiment pas nous faire avancer. Nous avons beaucoup de défis, nous avons beaucoup de challenges, M. Gideon. Et nous devons être en mesure de comprendre la portée réelle de ce qui représente notre défi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que tout le monde est aveuglé. Chacun veut la facilité, veut le raccourci, gagner rapidement
Et puis s'en aller, Merci dire beaucoup. que bon, il aura réussi son truc. Vous faites partie, vous êtes d'une bande qui est mise à part, c'est-à-dire au sein du parti au pouvoir, l'UDPS. Vous êtes au cadre du parti au pouvoir. Et est-ce que vos idées résonnent au sein de ces partis? Et aujourd'hui, lorsqu'on voit ceux qui sont dans des institutions, c'est bref, c'est des fils du parti. Mais vous, où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que comment vous jugez le climat qui règne au sein de votre famille politique? D'abord aujourd'hui, avec tout ce qu'on a connu récemment, avec la guerre et la tension qui était montée d'un cran pour faire partir à tout prix le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Comment vous commentez l'actualité par rapport à... Moi, je commente cette actualité comme étant un débat des individus. Or, moi, je suis dans le débat des sociétés. Je pense que ce qui se passe à l'UDPS, ce n'est pas très différent de ce que représentent les ambitions de notre société. Je crois vous l'avoir dit, la démocratie, c'est l'un des Occidentaux, parce que nous imitons les Occidentaux. C'est une gestion de contradictions. C'est un droit au désaccord. Et lorsqu'on est dans un groupe, M. Gideon, le groupe est créé par des fondateurs. Et ces fondateurs ont une vision, ces fondateurs ont une façon de voir les choses, etc. Ils ne peuvent pas réussir leur coup eux-mêmes. C'est comme ça qu'ils sensibilisent les autres pour adhérer. Mais à un moment donné, pour que tous ces gens-là qui adhèrent puissent comprendre la portée réelle de la création du groupe, il faut qu'ils fassent un temps jusqu'à ce qu'ils vont s'imprégner. Vous voulez dire sur ces plateaux qu'à l'IDPS, on s'est écarté des idéaux de pères fondateurs? Non, je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez que les gens ont l'air de discuter, de se contredire, etc., c'est ça le débat de maturation du groupe. Ça s'appelle en psychologie sociale la crise d'identité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, en dehors des fondateurs, tous ceux qui ont adhéré ont acquis une maturité. Et parce qu'ils ont acquis une maturité, ils affichent leurs ambitions. Tout un chacun pense qu'il peut gérer le parti. Et lorsque chacun affirme être copropriétaire, coactionnaire du parti, et donc se crée une crise. Nous appelons cette crise d'identité ou une crise de maturation. Et il y aura un moment où ça va se stabiliser pour que chacun joue véritablement sa partition. Alors quand on va s'accepter, chacun peut dire non, oui, tous nous sommes Donc vous capables. êtes d'accord de voir le jeu ou le scandale auquel le public a assisté avec l'UDPS? Est-ce qu'il y a eu un scandale? Est-ce que ça honore un parti au pouvoir? Non, mais écoute, non, il ne faut pas non plus exagérer. Je vis dans certains endroits où nous avons importé même la démocratie, les gens se battent à l'Assemblée ou dans un gouvernement. Il ne faut pas exagérer. Mais ici, il y a eu une question, un groupe contre un autre groupe. Mais il y a un autre groupe qui faisait la passerelle. Dis-moi, où est-ce qu'il y a un scandale? Ça s'appelle la gestion de contradiction. Et nous devons être mûrs, nous. Parce qu'en réalité, nous ne devons pas simplement mémoriser la démocratie. Quel est le scandale pour un parti au pouvoir? N'aviez-vous pas vu le parti au pouvoir se contredire? Nous sommes tout petit peu différents. Nous avons fait 37 ans dans l'opposition. Et puis on a appris véritablement à construire une autonomie, à construire une indépendance d'esprit, etc. À la différence de beaucoup de partis au pouvoir. Vous ne pouvez pas voir ça au PPRD. Parce qu'il y a un directeur. Hier, avec Jean-Marc Abound, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, avec Augustin Kabouya, il est sur une chaise éjectable. Est-ce que le problème, c'est un problème d'individu ou le problème des tests? Parce que là, on se rend compte que les tests ne sont pas scrupuleusement respectés. Non. Les textes sont là. Mais les textes ne sont toujours pas parfaits. Il faut donc rationaliser les textes, revoir le décalage entre le fait et ce qui est prévu. Nous étions à l'opposition, aujourd'hui nous sommes au pouvoir,
Il y a beaucoup d'autres éléments additionnels qui doivent être comptabilisés, intégrés, inoculés dans nos textes, dans nos lois et textes, dans nos textes réglementaires. C'est cela. Et c'est un jeu, un exercice où, lorsque les gens se retrouvent ensemble, on s'est dit, nous étions à l'opposition, nous sommes au pouvoir. Est-ce que nous avons prévu tout ce que nous pourrions faire si nous avons le pouvoir? Est-ce que c'est prévu dans nos textes? Qu'est-ce que nous faisons pour améliorer ces textes? Ça, c'est l'exercice qui est resté. Et qu'est-ce que vous, personnellement, ça vous fait de voir cette gestion aujourd'hui de l'IDPS? Mais je te dis que les contradictions sont faites. Moi, j'ai vu. Non, regardez. vous, personnellement, est-ce que vous aimez, vous appréciez la gestion aujourd'hui de l'IDPS et le leadership aujourd'hui qu'incarne votre parti? Mon cher ami, un écrivain tanzanien, Santanyama, disait, nous devons accueillir le monde d'aujourd'hui, sans oublier qu'il sera bientôt le monde d'hier. Et respecter le monde d'hier parce qu'il a représenté à son temps toutes les possibilités humaines. C'est-à-dire? Le monde n'a pas disparu avec ceux qui ont géré le parti. Même à l'époque des fondateurs, il y a eu toujours des petits problèmes. C'est ça l'effervescence démocratique. C'est ça ce que le président a appelé la vitalité démocratique. Mais maintenant, il faut gérer ça pour que cela ne puisse pas véritablement déborder, n'est-ce pas, le bon sens du groupe. Donc, moi, je ne peux pas vous dire que je suis mécontent, etc. Et c'est tout un processus de maturation. Ça va se stabiliser et se cristalliser jusqu'à ce qu'on va prendre de l'envol. Par rapport à votre combat, votre engagement, vous auriez bien aimé que vous soyez ministrable, par exemple, ou DG dans une entreprise publique. Mais pourquoi ça n'arrive pas? C'est tout ça que c'est tout ça qu'on décrit. Non, c'est tout ça que excusez, c'est tout ça pour lequel vous vous battez. Excusez. On se bat pour que ce pays fonctionne autrement. Ça, c'est la première chose. Et nous avions eu l'occasion, avec les régimes passés, d'avoir cette possibilité-là. Nous n'avons pas lâché prise. Et nous pensions qu'à un moment donné, viendra ce que nous puissions accéder à des responsabilités. Mais écoutez, il ne faut pas chercher des solutions. C'est quand? Il ne faut pas chercher des solutions simples à des problèmes complexes. Pas maintenant, demain? Non, mais les problèmes, ce n'est pas seulement d'exercer les fonctions de ministre ou de PDG. Regardez ce que nous sommes en train de faire là. Les gens nous écoutent. Aujourd'hui, nous voulons véritablement transférer cette façon de voir les choses aux générations futures. L'histoire et les générations futures nous seront reconnaissantes. Nous ne devons pas tous vouloir être ministres. Regarde, cette fois-ci, on a donné combien de ministères à l'IDPS? 7. 7 ministères. Et vous croyez qu'il y a combien d'élites au sein de l'IDPS? Combien? Donc, à chacun son tour. Vous voyez? Et si ça n'arrive pas, chacun doit faire ce qu'il fait. Parce que le monde ne va pas s'arrêter simplement parce que tel ou tel n'est pas ministre. Parce que le pouvoir est en train de partir. Vous ne resterez pas non plus éternellement au pouvoir. Alors, quand est-ce que vous allez assumer aussi des postes de responsabilité? Est-ce que les traitements aujourd'hui que vous inflige votre parti politique, est-ce que c'est un traitement que vous acceptez ou qui est acceptable? Et toutes les contradictions qu'on observe, ça aide naturellement à stabiliser le parti, à revenir pour rebondir dans l'essence de répondre aux préoccupations, aux besoins, aux intérêts de tout un chacun. Je pense que le moment viendra où les gens vont discuter, mais il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas tout le monde qui doit être responsabilisé. Maintenant, regarde, cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, bon, à chacun d'introduire sa candidature. Il y a eu une commission de gestion des ambitions, etc. Mais il y a eu des petites erreurs. Pourquoi? Parce que quand on dit introduisez les candidatures, mais vous ne déterminez pas combien d'emplois, combien de postes nous avons. Vous avez 7 ministres, mais vous avez au moins 2000 candidats ministrables. Vous voyez, c'est un problème. Alors maintenant, il faut déterminer les critères des sélections. Est-ce qu'on l'a fait? Ah voilà, il y a un problème par rapport à ça. Il y a un problème. Alors, quelqu'un qui introduit sa candidature pense que lui sera retenu. Et quand il n'est pas retenu, il est frustré. Mais si les critères sont définis d'avance, pour dire, pour être ministre, il faut avoir tel niveau, il faut avoir telle expérience, etc. À ce moment-là, quelqu'un peut s'auto-éliminer parce qu'il aura vu les critères. Et je crois que ça a servi de leçon. Et je sais que demain, lorsque il y a une occasion qui s'offre dans ce sens, je pense qu'on va rectifier. On dit oui, nous avons les postes,
voilà tel poste, par exemple ministre de l'Agriculture, voilà, il faut être ceci, il faut être cela, etc. Si tu veux introduire pour qu'on te donne le ministre de l'Agriculture, il faut avoir tel profil, il faut avoir tel background, etc. Merci beaucoup. Mais ça, ce sont des leçons que nous tirons tout au long de la gestion de notre parti. Et je sais qu'il n'y a pas un parti. Malheureusement, vous les tirez au pouvoir et ça fragilise même le pouvoir du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Non, mais parce il y a le dernier rempart de son pouvoir, c'est son parti dont il est issu. Mais est-ce que vous faites assez? Il n'y a pas de dégâts. Beaucoup se sont imposés. Imaginez-vous à l'époque du maréchal. Est-ce que vous pouvez faire ça? On vous arrête, on vous met en prison. À l'époque de Raïs, qui pouvait oser dire le contraire? C'est pas une excuse pour vous vous comporter de cette façon. Non, mais je voudrais simplement vous dire que c'est un exercice innovant. C'est un exercice innovant. Lequel exercice doit être, n'est-ce pas, appliqué même par tous les partis politiques. Est-ce que c'est de la vitalité ou c'est du désordre? Non, ce n'est pas du désordre. La vitalité doit être gérée. C'est ça, être leader. Et le leader, c'est la capacité d'arbitrage. Ce n'est pas du désordre. Merci beaucoup. Il faut ordonner Norbert les éléments du système. On va évoluer avec vous. Vous avez toutes les cartouches, bien sûr, parce qu'on va évoluer, prendre le sujet. Vous êtes favorable au dialogue proposé par le leader de l'ECD, Martin Fayoulou. Il appelle de tout ce vœu à un dialogue pour sauver les pays qui est en danger. Et ces dangers dont il fait mention, c'est les plans de balkanisation qui nous guettent depuis des siècles et qui semblent se matérialiser sous votre règne, sous le règne du fils des Sphinx illimités. Ça ne va pas se réaliser sous notre règne. Mais les signaux sont quand même assez forts. Les indices sont quand même en train de le démontrer, ou de nous démontrer c'est dont on parle. Ça fait une dizaine d'années que j'enseigne le cours de résolution pacifique des conflits. Et le dialogue est un élément de dégonflement des tensions. Et le dialogue est utile pour essayer de mettre tout le monde... concilier les vues. Concilier les vues. C'est important. Mais à quelle occasion et à quelle opportunité? Ce sont des questions questionnantes. Certainement que Martin Fayoulou a prévu un dialogue, il a proposé un dialogue. Moi, ce que je peux dire à Martin, qui n'est pas moindre, pourquoi pas, s'il estime que le dialogue peut aider à quelque chose, je n'ai pas encore vu le thème de référence. Lorsque un individu... Il a défini, excusez. En faisant son appel, il a bien défini les choses. C'est qu'il a même donné les parties prenantes et l'objectif de ces dialogues, et il n'a pas la prétention de tout définir. C'est lorsque toutes les parties prenantes répondent à cet appel au dialogue que l'on va maintenant définir les termes de référence ensemble. Ne soyons pas des perroquins. On a relevé un élément important, les questionnements par rapport à ce que nous voulons. Vous prenez l'initiative, vous élaborez le thème de référence. Dans le thème de référence, vous avez un contexte. Quelles sont les motivations qui poussent aujourd'hui qu'on ait le dialogue? Quels sont les objectifs que nous assignons à ces dialogues? L'objectif est déjà clair, sauver les pays qui sont en danger. Excusez. Quel est le résultat entendu? Qui seront les participants? Ça représentera quel coût? Quand vous déterminez ces différents compartiments du texte, et donc, au regard du fait que vous avez choisi les participants, vous prenez le thème, la mouture des thèmes de référence. Vous remettez par exemple à l'ensemble, à l'opposition, des gens très réfléchis comme les Mosito, l'IDPS, le PPRD, etc. La société civile, tout le monde a au moins la caracasse de ce que représentent les thèmes de référence pondus par l'initiateur. Et on analyse, on corrige, et on s'appelle pour une mise en commun de manière que nous ayons le thème de référence définitif. C'est sur base de ces thèmes de référence définitifs qu'on va dérouler le dialogue. Si dans l'hypothèse, à l'intérieur de l'analyse, les gens trouvent qu'il n'y a pas opportunité, on ne le fait pas. Les gens trouvent qu'effectivement c'est pertinent,
mais encore qu'il faut améliorer Pour vous, texte. il y a opportunité et est-ce que le contexte c'est prêt à ça? Donc, moi, je dis, je ne veux pas limiter, inhiber la capacité de créativité d'une personne. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu aussi des dialogues dans ce pays. Il y a eu des dialogues dans ce pays. Regardez, il y a menace de balkanisation. Ok, ben, parce que je connais, nous on travaille sur ça depuis plusieurs années. Il y a des gens qui, de laboratoires à l'international, qui souhaitent que nous soyons balkanisés. C'est un problème réel. Alors maintenant, la question des réponses. Est-ce que la balkanisation, parce que le Congo est dans le viseur, il faut 5 États. Le Mali, c'est 3 États. Le Sénégal, 2 États, etc. Le Nigeria, compagnie, etc. Parce qu'en fait, la tendance de puissance d'argent, c'est de nous ramener à 80 États. De petites boutiques qui doivent être réparties différemment. Donc, le proprio de Fadenhaus pose un problème fondamental. Donc, alors maintenant par rapport à cette problématique, nous faisons quoi pour trouver solution? Semble qu'il faut la cohésion nationale. Si dans l'hypothèse que nous avons la cohésion nationale, et encore que la cohésion nationale signifie quoi? Est-ce que ça peut arrêter, n'est-ce pas, la balkanisation? Si nous pensons que ça va arrêter la balkanisation, tant mieux. Mais les différents dialogues qui ont eu lieu dans ce pays, chaque fois, non, on est menacé à l'Est. Entre-temps, bon... Alors, pensez-vous que Martin Fayulu... On fait le dialogue et puis... Martin Fayulu s'est réparti un peu trop vite. Non, mais combien de personnes de tout le temps, même nous à l'époque, on demandait... Parce que là, vous parlez des préalables qui n'auraient pas été respectés. Non, le problème, c'est que là où il est, qu'il prenne, il a une équipe, un groupe intelligent, mais qui se mène, se dit, mais motivons, déterminons les objectifs précis, déterminons les résultats. Quels devraient être les déroulements opérationnels? Qui sont les acteurs pertinents dans la recherche, n'est-ce pas, de cette cohésion, etc. Combien ça nous représentera? Qui va financer? À ce moment-là, on dispatche les termes de référence. Chaque groupe étudie, enrichit. Si au finish, on se met d'accord que ce dialogue est important, à ce moment-là, tout le groupe se prononce et on a des termes de référence définitifs. Et on demande au gouvernement de la République, sous le leadership du président Tshisekedi actuellement, etc., de pouvoir financer pour qu'on se mette d'accord. Merci beaucoup. Mais alors maintenant, dire seulement que dialogue, on veut nous écraser. Ben, écoute, à ce moment-là, il y aura des choses qui devront être rendues opérationnelles sans que cela ne soit pris en compte. Merci beaucoup. Au début de l'action. On va chuter, on comprend votre analyse. Par rapport à l'appel au dialogue lancé par Martin Fayulu, qui serait signalé à New York, aux États-Unis, où se trouve le chef de l'État. Est-ce qu'une simple coïncidence ou un agenda programmé dans certains couloirs où une certaine presse parle d'une rencontre qui serait prévue entre les deux pour justement parler de la question de ce dialogue qui a été annoncé il y a quelques semaines, et je crois que c'est le vœu du chef de l'État de réunir tous les acteurs politiques autour d'une table. Il avait dit lors de son dernière interview accordée à nos confrères de Top Congo. Alors, aujourd'hui, le chef de l'État prend parole à la tribune des Nations Unies. Que peut-on attendre de ce grand oral? Est-ce qu'on va aller dans une nouvelle perspective de changement des narratifs? Alors, avant d'aller plus loin, on va prendre cet extrait de la déclaration du président angolais João Lourenço qui a affirmé son accompagnement ou l'accord de paix pour résorber la crise dans l'est du pays. Pour lui, et jusqu'à présent, il n'y a aucune solution à la crise sécuritaire, c'est justement par la voie diplomatique. On écoute, on revient pour savoir ce qu'en pense l'invité. Nos efforts actuels se concentrent sur le conflit à l'est de la RDC, sans oublier les conflits au Soudan et dans la région du Sahel. Dans le cadre du processus de Luanda, il a été possible de parvenir à un cessez-le-feu à l'est de la RDC, un cessez-le-feu entré en vigueur le 4 août de cette année. Afin de consolider les progrès réalisés,
La République d'Angola a fait une proposition d'accord de paix en coopération avec la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Les dispositions de l'accord ont été examinées par les parties au niveau ministériel dans l'objectif de parvenir à un accord qui conduira à la tenue d'un sommet pour signer l'accord de paix définitif et pour permettre une reprise des relations entre la RDC et le Rwanda. Nos efforts actuels se concentrent sur le conflit à l'est de la RDC, sans oublier les conflits au Soudan et dans la région du Sahel. Dans le cadre du processus de Luanda, il a été possible de parvenir à un cessez-le-feu à l'est de la RDC, un cessez-le-feu entré en vigueur le 4 août de cette année. Afin de consolider les progrès réalisés, la République d'Angola a fait une proposition d'accord de paix. Voilà. À la tribune des Nations Unies, l'Angola annonce avoir fait une proposition d'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Objectif, parvenir à un accord qui conduira à la tenue d'un sommet pour signer l'accord de paix définitif et permettre la reprise des relations entre Kinshasa et Kigali. Mais c'est contraire à ce que le chef de l'État semblait affirmer, qu'il n'y a pas de négociation possible, il n'y aura pas de négociation possible avec Kigali, mais pourtant on y est. Mais écoute, il y a un principe en termes de négociation qui porte sur savoir gagner sans combattre. On dit il n'y a pas de négociation possible avec le Rwanda. Mais entre-temps, on est sur le front diplomatique. Au travers de la diplomatie, on obtient le même résultat. Il faut être fou pour ne pas accepter. Si ça ne vous coûte rien, si on vous donne le même résultat, la paix dans l'est de notre pays, on fait comment? Mais ce qui est vrai, c'est que, comme panafricain, c'est très compliqué. Alors le problème ici, c'est que pourquoi avoir dit à toute une population, à tout un peuple, qu'avec Kigali, on ne négocie pas, mais entre-temps, l'on est sur le front diplomatique et l'on veut avoir des solutions à la crise dans l'est du pays par la voie diplomatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le président a dit... Vous trompez qui? Le président a dit qu'on ne négocierait pas avec l'M23. On va discuter. Qui est derrière l'M23? Non, mais c'est le Rwanda. Voilà. Et il dit on va discuter directement avec le Rwanda. On va discuter avec le Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui est le pourvoyeur. Et quand on discute avec le Rwanda, qu'est-ce que cela implique? Cela implique qu'on retire tous nos droits. Et aujourd'hui, nous on va donner quoi au Rwanda? C'est-à-dire? Ça veut dire en fait que tous nos territoires qui sont occupés par le Rwanda aujourd'hui par l'entremise du M23 soient récupérés. Toutes nos richesses puissent servir fondamentalement aux Congolais. Vous savez que le Rwanda, son budget, 60% de son budget, il le tire du Congo. Vous savez que 50% de ce qui représente ces richesses, c'est justement à cause de toutes ces manigances qui se font dans l'est de notre pays. Est-ce qu'il y a du punch dans votre speech ou bien dans votre déclaration? Puisque récemment, le député de l'espace Kivu, Justin Bitakwira, a affirmé sans rire que ce qui se passe à l'est, c'est du théâtre et que nous sommes en bonne relation avec le Rwanda. Parce que si on était en guerre ouverte avec le Rwanda, il y aurait déjà fermeture des ambassades et des représentations diplomatiques à Kigali comme à Kinshasa. Je sais que l'honorable Bitakwira est très préoccupé par la question de l'Est de notre pays. Et il peut parfois aussi avoir des termes qui sont de nature à aggraver la situation déjà précaire. Pensez-vous que par ses propos, il aggraverait, il acerberait la situation? Est-ce que vous imaginez que dans les autorités congolaises... Il ne fait que dire la vérité. Non. Faire le théâtre, ça c'est gravissime, ça.
Vous voyez vraiment Parce des que gens... les officiers sont dans le business. Mais écoute, attention. L'état des sièges n'apporte pas de résultats attendus, Attention. escomptés jusque-là. Attention. Les officiers sont dans le business. Est-ce qu'il y a une volonté délibérée du gouvernement de la République d'envoyer les officiers dans le business? Ou ce sont ces officiers, comme tous Aïroa, est en train de vouloir se positionner, prendre les raccourcis, etc. Partout, même au niveau du village, le Congolais a acquis une mentalité. Pourquoi a-t-on décrété l'état des sièges, selon vous? Alors, on décrète l'état des sièges parce qu'il faut comparer des alternatives. Il y a l'alternative où on a des civils et des militaires sur le terrain. Et l'alternative où on a des militaires comme autorités politico-militaires, etc., mais qui gèrent à la fois l'administration et les questions militaires. Et aujourd'hui, il a été démontré, et aujourd'hui quels sont les résultats? Il a été démontré que avec le militaire, s'ils sont conscients, on peut avoir plus de résultats que les civils. On en a aujourd'hui? Il faut faire le point. Il faut faire le point. C'est comme ça que moi, j'ai souhaité que nos députés, en fait, au lieu d'être trop émotionnés, etc., le débat aurait pu véritablement se faire au niveau de l'Assemblée. Un débat pertinent, avec des argumentaires. Mais le débat n'a jamais eu lieu. Mais tout ce que l'on constate, c'est que l'on va de prorogation à prorogation sans poser le vrai problème. Si Voilà. Que peut-on attendre de la présence de Félix Tshisekedi à New York? On va finir, ce sera là le dernier volet de l'émission. Il rencontre en marge de cette 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU, il rencontre Bill Gates, le milliardaire américain, et aussi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Pourquoi cette rencontre avec Bill Gates qui aurait derrière lui des multinationales qui écument les richesses du pays? Est-ce qu'on est dans la logique, dans la rhétorique de garder les mêmes relations qui ne nous apporte rien jusqu'à preuve du contraire? Non, mon cher ami, il faut discuter. Il faut vraiment discuter. Ignotini la kipido. Celui qui ignore une chose ne peut pas la désirer. Il faut discuter, il faut demander les mots, il faut savoir les motivations des engagements des uns des autres. Lorsque le président est arrivé au pouvoir, il a fait son voyage à l'extérieur. Il a rencontré même ce milliardaire-là, y compris Bill Gates. Parce qu'il voulait dire, écoutez, si vous voulez exploiter ou investir chez nous, nous sommes aussi disposés. Est-ce que sa voix est audible aujourd'hui? Pourquoi pas? Par rapport à tout ce qui se passe. Vous savez qu'on a compliqué un peu la situation, vous savez. Les gens ne roulent pas comme sur des roulettes. Parce qu'effectivement, il y a eu un substitut mental assez récalcitrant par rapport à la dynamique de l'idéal civilisationnel occidental. Et bon, voilà, donc il faut discuter. Bill Gates... Il faut discuter à n'importe quel prix. Non, si c'était à n'importe quel prix, on aurait terminé la guerre à l'Est. On aurait terminé la guerre. Je vous ai dit que le Rwanda bénéficie 60% de son budget au Congo-Kinshasa. Et qu'aujourd'hui, la guerre est réputée être plus rentable que les investissements normaux. Et ces gens ont organisé des guerres récurrentes pour davantage exploiter nos ressources minières qui se trouvent basées dans l'Est de notre pays. Et quand le président Félix arrive, en mettant en place l'état d'urgence dont on parle, il y a difficulté d'exploitation aujourd'hui, comme par le passé. Et raison pour laquelle il faut discuter avec tous ces gens. Voilà, et que vous attendez à quel genre de discours? Un discours agresseur? Un discours qui pointe du doigt le Rwanda, ou il y aura cette fois-ci une nouvelle donne, un nouveau discours, parce que je rappelle ici que ce sera la toute première participation du chef de l'État à la tribune des Nations Unies depuis qu'il a été réélu. Gédéon, des coachs comme Patrick Armand nous disent il faut toujours gagner sans combattre. Gagner sans combattre. Toujours des auteurs, des écrivains européens. Vous non, qui n'êtes pas l'Africain. Non, c'est un Béninois. Voilà. C'est un Béninois. Pour la première fois, on a un Béninois. Non, c'est un Béninois. Patrick Amon, il faut savoir gagner sans combattre. Quand on évalue, on fait l'analyse coût-bénéfice et risque d'une décision, il faut savoir regarder les conséquences.
Et si les conséquences sont gravissimes, et que vous êtes à même d'avoir un résultat qui n'apporterait pas de conséquences fâcheuses, pourquoi pas ne pas opter pour ça? C'est très important. Donc à New York, le président de la République va réitérer son discours traditionnel où il invite la communauté internationale, d'ailleurs qui est une dénomination anonyme, je ne suis pas africain, ils sont plus préoccupés par leurs intérêts, etc., pour leur dire que le Congo d'hier n'est pas le Congo d'aujourd'hui. Un discours sans suite, sans résultat. On reste dans le même, dans la même rhétorique. Regarde, dans le même narratif. Quand la FDT est arrivée ici, vous savez quelle était la vitesse? 7 mois après, ils ont pris tout. Hein. Et alors maintenant, ils ont commencé depuis quand? Et aujourd'hui, on a combien de temps? C'est qu'il y a une résistance. Il faut faire beaucoup d'attention. Il faut savoir comptabiliser les évolutions positives. Ne soyons pas émotionnels. Sincèrement. Et il va leur dire, il va leur mettre devant les responsabilités. Vous savez, cette façon de double langage, nous sommes une organisation des Nations Unies. Nous voulons la paix. Entre-temps, vous créez des conflits pour remettre en question la paix. Il leur dira ça c'est mon point de vue. Mais il dirait également que la guerre, c'est essentiellement une convergence d'intérêts entre les puissances d'argent et les amis de la sous-région, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Merci beaucoup. Et que maintenant, plus que jamais, tout un chacun peut gagner. Si jamais on laissait le Congo dans sa souveraineté et prendre ses engagements avec n'importe qui se trouvera dès lors qu'un certain nombre de principes soient respectés. Merci beaucoup, Norbert Yamba-Yamba. On est arrivé à la fin de l'émission. Votre dernier mot. Je voudrais saluer le président là où il est et l'encourager. Ce n'est pas facile de diriger le Congo qui est devenu le butin apprivoisé par tout le monde. Une étude récente de François Dongué, qui est un Camerounais, parce qu'il va me tenir encore rigueur, a démontré que sur les 14 minéraux stratégiques, analysés, enquêtés, l'Afrique trône sur 13. Il n'y a qu'un seul dont il est le désert, et le Congo regorge un tiers des richesses mondiales. Nous avons effectivement besoin des investisseurs, parce que nous n'avons pas de technologie pour l'instant, mais il faut savoir dire aux uns et aux autres que nous sommes disposés, nous avons besoin des investissements, mais nous voulons effectivement que le Congo et le Congolais trouvent son compte. Et pour cela, on n'a pas besoin de passer par des intermédiaires, courtiers, des commissionnaires, pour prendre ce que nous avons. On a besoin de discuter et de mettre en place un canevas opérationnel qui permette à tout et chacun de gagner. Ça s'appelle gagnant-gagnant ou le win-win. Et nous entendons que ce discours soit plus clair pour que finalement on puisse dédramatiser les relations entre les pays africains. Je ne suis pas d'accord que les Africains s'entretuent au profit des puissances d'argent. J'aimerais que la région du centre soit une région puissante parce que la locomotive, c'est le Congo. Et on va prendre tous ces pays satellitaires autour de nous. Je sais que ce qui empêche cette lancée, ce sont des puissances d'argent. Il faut dégonfler cette question en leur disant la vérité. Et je crois qu'on va relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Merci beaucoup, Norbert Yamba d'être venu. Nous pensons vous retrouver avec la même dose de plaisir pour d'autres émissions beaucoup plus élaborées, peut-être pour parler du panafricanisme, votre mouvement et tout ce que vous faites déjà sur terrain et quels résultats. Merci. Et pour tous nos abonnés, merci à vous tous qui nous avez suivis. A-t-il relevé les défis chez nous sur Politicon? À vous de laisser les commentaires. En tout cas, abonnez-vous si vous nous regardez pour la première fois et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.